Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Outre-mer. Le panel, l'actualité en République démocratique du Congo, on en parle. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. Quand vous suivez l'ordre alphabétique, retrouvez la FM ainsi que votre émission Outre-mer. On va en parler avec un natif de la province du Congo. Lui, c'est M. Peter Ndefi Ibinda qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Avec lui, on va développer, on va comprendre quelles sont ses intentions et sa vision politique. Mais étant que natif de la province du Congo, cette province aujourd'hui gangrénée par plusieurs réalités, pourquoi cette province ne se développe-t-elle pas alors qu'elle regorge des éminents professeurs aussi, des acteurs politiques majeurs. Et d'ailleurs, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est de cette province. Alors pourquoi la province reste dans son état archaïque? On va en connaître avec l'acteur qui a voulu nous rendre quand même cet hommage. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, M. Peter. C'est moi qui vous remercie, M. Jean. Bonjour et ma salutation à tous ceux qui sont des partis. Très bien, merci beaucoup. D'abord, on va parler. Quelle est votre vision politique? D'abord, de vous présenter. Je n'ai pas voulu parler de votre vision politique, du fait que vous soyez présent au plateau. Nous vous laissons le temps de nous dire exactement quelle est votre vision politique. Merci beaucoup, M. Jean. Je suis très heureux d'être sur vos antennes. Par rapport, avant que je puisse aborder la question liée à ma vision politique, moi je suis Peter Ndefi, je suis déjà presque un acteur majeur. J'interviens de temps à autre, souvent sur de nombreux plateaux. Maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même l'invitation d'être sur le plateau de FM TV. Et surtout l'émission Le Panel. Je suis très heureux d'être sur... Le plaisir est partagé. Je suis vraiment très heureux et surtout ceux qui nous suivent, peut-être ils pourront réagir. On a voulu parler de notre vision politique parce que les gens doivent connaître qu'est-ce que nous voulons, mais surtout comment pouvoir y arriver. Et notre vision politique n'est autre que l'instauration de la justice distributive. Donc si nous pouvons le résumer, c'est la justice distributive que nous voulons instaurer. C'est quoi en fait? Lorsque nous parlons de la justice distributive, en fait ce sont les méthodes qu'il faudrait, ou les mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour permettre à chaque citoyen congolais, à toute citoyenne congolaise, de pouvoir profiter des richesses de notre pays. C'est le plus grand problème parce que c'est aujourd'hui la racine de tout ce que nous sommes en train de vivre. On peut voir un Congolais aujourd'hui qui se déclare, demain il se retrouve dans la rébellion, il prend les armes contre ses propres frères, contre ses propres soeurs, pour la simple raison que pour les uns, ils se sentent en insécurité, pour les autres, ils disent qu'ils ne profitent pas ou qu'ils ne bénéficient pas des richesses de notre pays. Il y en a qui pensent qu'ils sont exclus d'avoir accès à ce que nous avons comme richesse dans notre pays. Et nous, ce que nous voulons, c'est que tout Congolais puisse profiter ou avoir les mêmes chances, qu'on accorde à tout citoyen la même possibilité d'avoir accès à nos richesses. Donc c'est ce que nous voulons instaurer. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, mais ils ne sont pas payés. Et certains d'autres, ils sont sous-payés. Et tout ça, il faut voir dans quelle mesure il faudrait répondre à ces personnes-là. Comment satisfaire chaque Congolais? Comment donner la possibilité à chaque Congolais d'avoir accès à ce que nous avons comme richesse? Il y a une période où dans ce pays, nous avons appris qu'il y a des entreprises qui peut-être payaient ou devaient rendre des comptes à l'État congolais, mais c'est de l'argent qui partait directement dans les poches des individus. Et vous voyez qu'en ce moment-là, il y a certains Congolais qui sont exclus. Ceux qui travaillent ne sont pas payés, alors que les individus, eux seuls, avec leur famille, profitent de manière personnelle des richesses du pays. J'ai lu quelque part ici en entrant, nul ne peut être heureux seul sur la terre. Alors qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être heureux seuls. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que tous les Congolais, qu'ils soient égaux, de la même manière qu'ils le sont devant la loi, qu'ils le soient également devant les richesses de notre pays. Très bien. Et pour y arriver, parce que vous savez, quand on parle de vision politique, tout le monde peut en avoir. Mais la plus grande question que les gens ne se posent pas, comment pouvoir matérialiser cette vision que nous avons? Question de méthode. Comment pouvoir mettre en place ce que nous voulons, parce qu'on peut pouvoir dire, moi, si je gérais par exemple telle entreprise, tout ouvrier, tout travailleur aura son salaire. Mais on va poser la question, comment
vous allez faire pour y arriver. Lorsqu'on parlera même de la province du Congo, je vous dis que le plus grand problème du Congo aujourd'hui, c'est les comment. Et nous nous sommes posé cette question avant de pouvoir répondre à cette question. Comment faire pour que chaque Congolais puisse profiter de manière égale aux richesses de notre pays? Très bien. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu des réformes que nous allons mettre en place, qui non seulement seront des réformes courageuses, mais ce sera surtout des réformes à impact direct. Nous allons pouvoir aborder la question des réformes lorsque nous allons continuer d'avancer. Alors, peut-être que j'aimerais anticiper une question avant que vous parliez des différentes propositions, des réformes, parce que vous soulevez la question de la méthode plutôt. Oui, on a les atouts, il y en a, les propositions, mais comment y arriver? Mais quand vous parlez de la justice distributive, pourquoi pas voir la question à la base? Parce que vous l'avez même soulevé, il y a une gabegie financière aujourd'hui, la volatilisation des recettes de l'État, ainsi de suite. Est-ce que dans vos réformes, avez-vous prévu que, avant qu'on parle de la justice distributive, il faudrait qu'il y ait respect de la loi? Comment faire pour éviter la gabegie financière ou volatilisation des recettes publiques? Vous savez, dans chaque pays, lorsque nous parlons de l'État, on peut dire que l'État, on ne les voit pas. L'État, c'est comme l'amour. On ne le voit pas. On ne sait pas où est-ce qu'il passe lui. On ne peut pas le négocier avec lui. Mais tout le monde est censé craindre l'État. On ne les voit pas. On ne les connaît pas. L'État, c'est qui? Autrefois, nous, on était des petits enfants, on nous disait l'État, c'est qui? L'État, c'est moi. Mais maintenant, nous avons compris que l'État, ce n'est pas tout le monde. L'État, on ne le voit pas. On ne sait pas, il passe où. Mais l'État, tout le monde doit les craindre. C'est parce que depuis que le Congo existe comme pays, on n'a pas laissé à l'État sa place qu'il lui faut. C'est le plus grand problème que nous avons. Il faudrait faire de façon que l'État reprenne sa place naturelle. C'est pour dire que l'État doit être craint. Lorsqu'on va commencer à craindre l'État, c'est alors que le problème sera résolu d'abord à la racine. Parce que si nous laissons la racine comme ça, l'État, on ne le craint pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors là, vous allez voir, nous allons toujours revenir sur la même situation. Les gens se servent eux-mêmes. Ceux qui sont appelés à servir, ceux qui sont appelés à rendre service à la nation, non, d'abord ce sont eux qui se servent. Et pour les autres, ils viennent après. C'est dans ce pays où nous avons appris, les gens disent, l'argent vient, on se partage, et puis on réfléchit après. Et là, c'est juste que l'État n'est pas là. L'État n'est pas là. Là où l'État se trouve, les gens ne se permettront jamais de faire ça. De se servir et de penser à la population après. Qu'est-ce qui peut être la cause de cette absence de l'État? La cause d'abord, vous savez, si on peut aller loin, nous les Congolais, nous tous, même en commençant par celui qui, entre guillemets, on l'appelle premier citoyen, parce que pour moi, je ne sais pas le dernier citoyen c'est qui, en commençant par celui qu'on appelle le premier citoyen, nous n'aimons pas ce pays. C'est ça le plus grand problème. Nous n'aimons pas ce pays. Les gens font une confusion. Aimer le pays et aimer ce que ce pays nous donne. Les gens aiment ce que les Congolais leur donnent. Les fonctions, les privilèges, un travail, les honneurs. Mais on n'aime pas ce pays. Et de par moment, lorsqu'on réfléchit beaucoup, on se dit, est-ce que ces gens qui n'aiment pas ce pays, ils ont tort? Je dis non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à aimer ce pays. Mais ces gens, vous serez d'accord avec moi, que tout le monde apprend à aimer. Même dans nos familles, nous apprenons à aimer. Et ce pays, malheureusement, nous n'avons pas appris à l'aimer. Les gens aiment ceux qui bénéficient, mais ils n'aiment pas ce pays. Et nous, lorsque nous allons arriver, parce que c'est dans moins de 600 jours peut-être que nous allons gérer les affaires de l'État, vous allez voir que la première des choses que nous allons faire, c'est inculquer à chaque Congolais comment aimer ce pays. Et le pourquoi il faut aimer ce pays. Parce que les gens qui profitent de ce que les Congolais ont à leur disposition, ils oublient qu'aussi aujourd'hui les Congolais n'ont plus, et non plus n'auront rien. Alors nous devons d'abord partir de là. Apprendre aux gens à aimer ce pays. C'est alors que l'État va récupérer sa place. L'État d'abord c'est qui? L'État c'est la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme nous le disons que personne n'est au-dessus de l'État. Même le président de la République n'est pas l'État et n'est pas au-dessus de l'État.
Quand même l'État, le président de la République représente les intérêts de l'État. Ça, il ne faut pas oublier. Les représentants du peuple, ce sont les élus du peuple. Mais le président de la République n'est pas le représentant du peuple. Le président de la République, il est le représentant de l'État. Mais lui, il n'est pas l'État. Parce que lui aussi, il y a des lois auxquelles il doit se soumettre. Donc l'État, c'est la loi. Et la loi doit être respectée. Mais quand est-ce que la loi sera respectée? C'est quand les Congolais vont commencer à aimer d'abord leur pays. C'est alors qu'ils respecteront la loi. Très bien, merci beaucoup. Avant que vous puissiez, parce que les argumentaires sont tellement solides, avant que vous puissiez nous proposer les réformes, ou proposer à l'État, aux téléspectateurs qui nous suivent, particulièrement tous les natifs ou ressortissants de la province du Kwango, j'aimerais que vous puissiez aborder cette politique de la province du Kwango. Qu'en est-il? Est-ce que le Kwango est ce que vous avez toujours pensé qu'elle soit? Vous avez le temps. Mais ces gens, peut-être les gens risquent de tomber dans une confusion. Moi, je suis ressortissant de la province du Congo. Dans les territoires de Kasongolunda, nous avons 5 territoires. Moi, je suis de Kasongolunda. Je suis du même territoire avec l'actuel président de VECLEB, Florine Apamoli. Ah, ok. Nous sommes même d'ailleurs dans le même secteur. Nous sommes de Kimulu. Nous deux, nous sommes de Pelende aussi. Quand bien même lui, il est de le village au moins, lui il est de Ndodi, moi je suis de Mukundi, mais tous nous sommes de Pelende. Donc quand je parle ici du Kwango, je ne suis pas quelqu'un qui tombe du nord et pouf, il va aborder la question du Kwango. En fait, le Kwango, depuis tout le temps, le Kwango a toujours eu une grande place dans la sphère politique de notre pays. Dans ce pays, on a connu le sénateur Mboukou qui a eu beaucoup d'impact à un certain moment. On a connu le ministre Koutoumi Sakio Taomer, d'ailleurs l'un des grands ministres de l'éducation que nous avons connu dans ce pays, le seul ministre qui a été capable de faire échouer sa propre femme à l'Exéta, parce qu'elle n'a pas bien répondu. Vraiment. Lui et moi, nous sommes dans le même village. Alors, les problèmes du Congo, surtout, si je ne veux pas beaucoup me plonger dans l'histoire, avec l'actualité, les Congo, nous avons été trompés. Nous avons été trompés parce que le monsieur qui est là, l'actuel gouverneur, c'est un type, je ne peux pas vous mentir ici, c'est un type que la population a aimé. Parce que l'actuel gouverneur? Oui. Ça, je ne peux pas mentir. Quand même, vous pouvez donner son nom, ça ne dérange pas. Oui, c'est Willy Bituissila. C'est un type que la population a aimé. Parce que nous le connaissons. Il est le nôtre. Il a travaillé dans la province. Il a eu beaucoup de succès dans la gestion des projets qu'il avait. Il était au cadre de ISCO, il y a un projet qui a eu lieu dans notre province avec l'accompagnement de l'Union européenne, je crois. Le monsieur, à cause de ce succès-là, les politiques se sont trompés. Vous savez, dans la gestion, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Un gestionnaire doit être à mesure de pouvoir mobiliser les ressources pour gérer. Parce qu'on ne peut pas parler de la gestion sans pour autant avoir des ressources. Entre autres, les ressources qui interviennent, on peut avoir des ressources matérielles, on peut avoir des ressources humaines, on peut avoir les ressources temps. Tout ça sont des ressources qu'il ne faudrait pas négliger. Maintenant, avec lui, on a fait une confusion parce que les ressources financières qui étaient allouées au projet qu'il avait en main ont été quand même gérées selon l'opinion. Et avec ce succès-là, on a confondu et on a confié la province entre ses mains. Malheureusement, on a oublié que pour les projets qu'il gérait, ce n'était pas lui qui mobilisait les finances. C'était un financement qui venait d'ailleurs. Alors que maintenant qu'il est gouverneur, il doit mettre en place des mécanismes pour avoir des financements, pour mobiliser les fonds afin de mettre en œuvre sa politique. Malheureusement, c'est là où il est bloqué. Mais ce Bituissila n'a pas les compétences qu'il faut pour mobiliser de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est pratiquement absent dans la gestion. Je pense que c'est le seul gouverneur de la partie ouest qui ne fera rien, même quand il va partir. Ne soyez pas prophète de malheur. S'il vous plaît, pourquoi je le dis? Vous savez, ce que je dis aujourd'hui, je l'avais prédit bien avant. J'avais dit, lorsqu'on a eu les démembrements en 2015, jusqu'en 2018, à la veille du départ de Joseph Kabila,
il n'a pas, il me dirait même une toilette dans le Congo, tout simplement parce qu'il y avait absence totale de leadership. Et lorsque Bitwissi est venu, j'ai dit la même chose. J'ai dit, le monsieur qui vient là, c'est vrai, il a géré un projet. Mais lorsqu'il faut gérer la province, il faut être en mesure de mobiliser les fonds. C'est ça le plus grand problème. Vous ne pouvez pas nous amener une politique que vous allez mettre en œuvre alors que vous n'avez pas de fonds. Comment vous allez les réaliser? Comment mettre en place un projet alors que vous n'avez pas de ressources? On ne peut pas parler projet sans ressources. On ne peut pas. Projet, il faut des ressources. Et lui, il ne sait pas les mobiliser. Que va-t-il faire? Je suis désolé de le dire ici, il va quitter. Non, mais c'est la vérité, ça ne dérange pas. Et il ne fera rien. Dans le Congo, déjà, je peux vous dire que la ville de Kenge, qui est le chef-lieu de la province du Congo, c'est d'ailleurs la ville la plus proche de Kinshasa. Mais malheureusement, ils dorment dans les noirs. À Kenge, on ne connaît pas le courant. Il y a ma nièce qui est décédée ici aux cliniques universitaires. On est parti avec son corps hier et on l'enterre aujourd'hui. Il n'y a pas, parce que la mort de l'homme, comment on va conserver le corps? Nos condoléances. Merci beaucoup, monsieur les gens. Mais il n'y a pas de courant. On va le garder. Donc, Chembosso, attendez, Chembosso. S'il vous plaît, avant de parler de doyen Mbosso, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Oui, mais il est parmi les notables. C'est pas un problème qu'on cite. On ne peut pas parler du Congo sans citer cela. On ne peut pas sauter. Avec tout le respect que je leur dois, on va, oui, entrer dans la question de pouvoir citer leur nom, mais je dois vous dire ici que le même mot, ce que vous voulez citer, il est le plus grand problème du Congo. Oh là. Lui-même, comme étant humain, il est un problème. Et tant qu'il sera là, je peux vous dire que le Congo n'aura rien. Parce que si Mbosso est la branche, Bitwissi est la fleur ou le fruit. Alors on ne peut pas atteindre la fruit sans pour autant penser à la branche où le fruit est attaché. Donc s'il faut remonter sur ces fils qui est le problème du Congo, on ne peut pas sauter Mbosso. On ne peut pas le sauter. D'ailleurs, si vous allez chez moi ici à Kenya, on va vous dire Bitwissi n'est que la télévision, la télécommande c'est Mbosso. Oh là. Oui. C'est lui qui manipule, c'est lui qui téléguide, c'est lui qui oriente. Quand bien même c'est dans la mauvaise direction, mais c'est lui. C'est lui, on ne peut pas sauter. C'est ça problème. Et d'ailleurs, je profite ici pour vous dire que c'est mieux de demander à ces messieurs d'aller enterrer les trous qu'il a creusés là-bas. Il a donné notre terrain. Qui? Les doyens, nous parler. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il allait creuser des trous sur notre terrain, et tout le monde ne sait pas jouer. Il a creusé des trous. Le langage semble être codé. Creuser les trous, ça veut dire quoi? Je vous dis des trous dans ma boule, à quartier, ma boule, dans le terrain. Pour la prochaine, il a voulu faire un style, quelque chose de comme ça. Et c'est pas libéré. On s'est réveillé un matin, là-bas, macadam à l'état. C'est le bar, macadam. Oui, je vous dis, c'est le bar, et là, le terrain restait avec ma boule, par-ci, par-là, et les gens ne savent plus jouer. Et les gens me réclament ça. Parce que notre jour, comme c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Très bien. Très bien. Pour vous de prendre le temps, vous allez chuter avec la question de la province du Congo. Alors, peut-être c'est de vous demander, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on ne va pas rester à étaler sur tapis tout ce qui fait à ce que la province reste dans l'obscurantisme. On va toujours prendre le temps de pouvoir parler du Congo. Vous me verrez de temps en temps parce que le Congo c'est chez moi. Non, c'est bien. Après le démembrement, beaucoup de provinces comme ça sont négligées parce qu'il n'y a pas de leader capable de tenir parole. Je n'ai jamais pensé que le Congo est négligé, mais le Congo n'a pas de leadership. Très bien. Le Congo n'a pas de leadership. Qu'est-ce que vous proposez pour le Congo? Cette chance. Je pense que ce que je vais proposer ici concernant le Congo a déjà été proposé depuis un moment. Nous avons un problème de classe dirigeante. La classe dirigeante que nous avons n'est pas à la hauteur. Vous savez, messieurs Jean, nous sommes en train de vivre une transition. La société humaine, elle est dynamique. Ce dynamisme-là demande aux gens de pouvoir s'adapter. Mais les leaders que nous avons, je ne dirais même pas les leaders, mais les dirigeants que nous avons dans le Congo, ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à
à prendre le pas de la politique actuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de rester là. On doit d'abord changer le leadership. On doit changer. La seule proposition que je vais faire au Conseil, c'est changer le leadership. Mais actuellement, si les quelques élus provinciaux que nous avons, quand même je ne connais pas leur nom, c'est une législature où il y en a beaucoup de fainéants à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial, nous avons des fainéants partout. Il y a quelques élus qui sont là. Il y a 8 ans pour les élections. S'ils peuvent penser à ce pauvre peuple qui a abandonné son âme, ils peuvent même envoyer Bituicine à la retraite. Il est aussi sénateur. Il peut venir s'asseoir ici, comme tous sont des fainéants, il peut venir se reposer ici au Sénat. Est-ce que nous laisser continuer au Congo? Oui, mais parce que pour que vos propositions aient une efficacité ou une influence sur la classe politique que vous dénoncez, il doit y avoir aussi une nouvelle génération de la province du Congo qui doit... C'est la raison pour laquelle le peuple est en train de nous donner cette mission. C'est vrai, en ce moment, nous ne sommes pas légitimes de pouvoir parler au nom du peuple. Nous ne pouvons pas. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que ceux qui ont été mandatés par le peuple pour faire ce travail, ils ne le font pas. Ils sont des fainéants. Je le répète, que ce soit au niveau national, provincial, nous n'avons que des fainéants. Regardez ici, Madame Souminois, avec son programme, elle a commencé en 2024, je crois. PDL 145 territoires. Le tout là, jusqu'à ce jour ici, nous dans le Congo, avant qu'elle devienne première ministre. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Vous n'avez reçu aucun ouvrage dans le Congo. Je risque même de soulever une grande problématique qui va faire mal ici. Non, mais ça ne peut pas être un programme national. Ces gens, laissez-moi parler. Vous savez, vous êtes en face d'un chercheur en sciences et techniques de développement. Très bien. Je suis de l'université de l'archidiocèse de Kinshasa, Omnibus, l'ex-institut facultaire de développement, IFAD. Lorsqu'on a commencé avec PDL 145 territoires, j'étais les Congolais les plus heureux. Les Congolais les plus heureux. Parce que dans ces pays, on a connu objectif 1980 avec Mobutu. On a connu ça. Dans ces pays, on a connu révolution de la modernité. Dans ces mêmes pays, nous avons connu 5 chantiers. Mais avec les normes que moi j'ai étudiées sciences et techniques de développement, le seul programme qui a été en une relation parfaite avec la science et la réalité sur terrain, c'est PDL 145 territoires. Parce qu'on ne peut ni envisager, ni prédire la réussite d'un projet si celui-ci n'est pas tiré de besoins de la population à la base. Alors que PDL 145 territoires, c'est les programmes de développement à la base de 145 territoires. Donc il n'y a aucun projet qui a respecté les normes scientifiques et les normes de la vision comme PDL 145 territoires. Malheureusement, ce qui a été fait et c'est donc à quoi on s'attendait, c'est le jour et la nuit. On arrive sur le terrain, les gens qu'on envoie pour les enquêtes, parce qu'on ne peut pas dire que nous avons commencé un projet à la base alors qu'il n'y a pas eu d'enquête. Les gens qui ont été envoyés pour les enquêtes, au lieu que ce soit des scientifiques ou les gens qui avaient des notions sur comment mener des enquêtes et élaborer des rapports, malheureusement on a envoyé des membres des partis politiques. On a envoyé les danseurs, les animateurs, les membres des groupes de musique et tout ça. Et malheureusement les rapports qu'ils ont produits n'avaient rien à voir. Et chez moi, je peux vous dire, en Kassongolunda, où il n'y a même ni bureau pour l'administrateur du territoire, ni cachot pour les criminels. Vraiment. Un type, un ancien, un député provincial honoraire, dès qu'il a appris qu'il y a un projet qui va venir, il y a un programme plutôt pour les anciens territoires, il a fait un bureau ici à Kinshasa. À la veille. Il veut gérer les affaires de distance. Il a fait sortir de l'argent à la veille et pouf, il a eu l'argent. Il arrive avec l'argent en province, il donne à ses enfants, à ses amis, à ceux qui dansaient pour lui. Et si vous allez à ce moment aujourd'hui, je vous le dis ici, qu'au PDL 145 territoires, à ta trace mon corps est zappé. À ta trace est zappé. Alors que c'était prévu pour tous les territoires. Regardez les plus grands malheurs des Congolais. Il n'y a même pas d'évaluation. Comment peut-on faire sortir les fonds de l'État et à la fin n'évaluer rien?
Alors que sur le terrain, il n'y a même plus rien. Sans évaluation, sur le terrain, il n'y a rien. Et les gens sur qui ils sont libres. Et ils ont aussi le courage de pouvoir parler. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui nous suivent peut-être, on doit réclamer l'évaluation des PDL 145 territoires. C'est très capital, très important. C'est vrai, on n'a pas encore clôturé, mais on peut faire, nous avons... Non, mais il y a des chantiers abandonnés. Ce qu'on appelle... des chantiers abandonnés. Un projet, il y a ce qu'on appelle l'évaluation in-goal. C'est-à-dire pendant que le projet est exécuté, pendant l'exécution, on peut s'arrêter un moment pour évaluer, pour voir qu'est-ce qui a été prévu à ce moment, où on pouvait arriver à combien de pourcents par rapport à l'exécution. Et là, on s'est dit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait, voilà comment on peut combler ce qui n'a pas été fait. Et puis, on continue. Mais moi, je peux vous rassurer ici qu'aujourd'hui, chez moi, par exemple, à Rassongolonda, peut-être 145 territoires, c'est sans trace. Les gens se trompent quand ils passent ici à Kenya, ils voient le pont à Kala, peut-être 145 territoires. C'est dit, non, écoutez, ici, il y a des traces. Mais après, l'intérieur, poser la question. Il n'y a rien. Si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, tous ces monde qui a participé à ce programme, aujourd'hui, ils doivent être là-bas. Ils doivent se justifier. Parce que c'est l'unique projet qui a respecté la science et qui a respecté les besoins de la population. De par la conception. Malheureusement, l'exécution n'a pas suivi. Très bien. Alors, je pense que c'est une meilleure proposition, une meilleure des propositions que vous faites, parce que là, moi-même, je vous informe. J'ai fait une tournée dans la province du Kwilu. J'ai été visiter, je pense, la province du Kwilu doit avoir 12 secteurs, si je ne m'abuse pas. J'en ai visité. Effectivement, il y a des chantiers abandonnés. Il y a des chantiers où vous arrivez, les gens se sont accaparés des chantiers au nom des renommées politiques, alors que ce sont les ouvrages de l'État au nom de la population congolaise. Je pense que c'est une meilleure des propositions que vous faites ou que vous réformez ou que vous formulez, que les acteurs impliqués dans la faisabilité ou la concrétisation de ces grands projets quand même disent la réalité. Qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, c'est oui. C'est un projet émanant de Mme Judith Soumina, aujourd'hui Première ministre, mais qu'à cela ne tienne, le projet est continuel. Alors, nous voudrions, parce que la régie nous fait déjà signe petit à petit, on doit chiter, que vous poussiez dans votre vision politique pour sortir de l'impasse, pour que les choses essayent de redonner de la lumière là où il y a l'obscurantisme. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui avec les turbulences politiques? On parle des questions de dialogue qui posent problème. La CENI a déposé son rapport déjà 2028, semble être hypothétique pour la CENI au regard de certaines contraintes. On se pose des questions. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre mot frappant vis-à-vis des acteurs politiques qui composent cette province aujourd'hui, abandonnée, la province du Kwango? Vous avez 3 minutes, vous parlez calmement en regardant votre caméra et on va finir l'émission. Monsieur Jean, vous avez soulevé un point, vous avez parlé de la question du dialogue et puis pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Monsieur Jean, pardon, excusez-moi, la question du dialogue, vous savez, c'est une question très importante. C'est une question très sensible. Moi, personnellement, j'ai pris le temps de réfléchir et même d'écrire. Je me réveille à minuit pour écrire tout simplement sur cette question du dialogue. C'est comme ça que, à l'esprit, une pensée m'est venue. Lorsque vous avez un invité en face de vous avant de lui poser cette question, comme étant une question cruciale, vous devez vous rassurer de 2 choses très importantes. La première des choses, rassurez-vous que la personne qui vous répond à cette question aime réellement le Congo. C'est la plus grande préoccupation. La deuxième question, rassurez-vous de l'indépendance et de l'impartialité de cette personne. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut venir donner son argument ici, mais c'est en rapport avec son ventre. Si son ventre a faim, son argumentaire sera orienté. Alors que la seule chose
qui doit nous orienter en ce moment, c'est l'amour de la République démocratique du Congo. Les dialogues au Congo, je pense que maintenant on en parle pour la millième ou je ne sais pas quantième fois. Et personnellement, comme étant une personne pacifique, j'ai toujours soutenu ceux qui pensent qu'on doit aller au dialogue. J'ai toujours soutenu ces personnes-là. Je n'ai rien à voir contre les dialogues, je n'aime pas la violence personnellement. Mais par rapport à la question de la RDC et les dialogues, combien de dialogues avons-nous eu dans ces pays? Les dialogues que nous avons eu dans ces pays ont toujours une conséquence similaire. La conséquence est toujours la même. Lorsqu'il y a un dialogue au Congo, la conséquence majeure c'est quoi? C'est que le dialogue permet, non aux Congolais, mais malheureusement au camp adverse, de se réarmer, de se réorganiser et de se restructurer pour nous attaquer encore. De se restructurer en intégrant les institutions, les services de sécurité et en nous infiltrant même. Par contre, personnellement, j'aurais souhaité un dialogue en 2019 qu'un dialogue en 2025 ou 2026. Pourquoi en 2019? S'il y a eu dialogue en 2019, ça serait un dialogue politique. Mais le dialogue qui est demandé maintenant là, c'est un dialogue politicien. Pourquoi dialogue politique et dialogue politicien? Parce que les dialogues politiciens, en fait, c'est là où les individus viennent avec des cahiers de charges propres à eux, taillés sur mesure. Ils savent ce qu'ils auront pour eux, pas pour le peuple congolais. Alors que nous, les quelques notions de la politique que nous avons appris que la politique, c'est la gestion de la cité. Si les dialogues se tenaient en 2019, on aurait parlé, par exemple, de la question de la constitution qu'on soulève aujourd'hui. J'ai été le premier à pouvoir dire notre constitution doit être évaluée. Il n'y a personne, je dis il n'y a personne, que ce soit ici au Congo, on peut aller partout en Afrique ou au monde entier, personne n'a le pouvoir d'interdire à un peuple souverain de pouvoir repenser leurs textes qui les mettent ensemble. Et cette question-là devait être soulevée en 2019. On devait penser sur ça. Est-ce que cette constitution nous a réellement permis de développer ce pays? Ou est-ce que cette constitution nous a bloqués, nous a fait des cales? Où est-ce qu'on peut retoucher? Cela devait se faire en 2019. Mais comme cela n'a pas été fait, et parce que les gens n'y pensaient pas, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas là pour organiser la cité, mais ils sont là pour eux, ils réclament le dialogue maintenant en 2025-2026. Ils veulent que les dialogues s'exercent maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, bon écoutez, bon, Félix Tshisekedi est maintenant fait un mandat, nous devons intégrer les institutions pour gérer. Mais et la population? Et le peuple, qu'est-ce qu'il va gagner? En tout cas, personnellement, je ne suis pas excité pour dire qu'on doit, coûte que coûte, aller à un dialogue maintenant. Je ne suis pas très excité. Je suis très honnête dans ce sens-là. Mais par contre, si c'est en 2019, j'allais accompagner. Pourquoi j'allais accompagner, monsieur Jean? Je vais peut-être citer par là. Parce qu'en 2019, non seulement on allait évaluer la Constitution, mais on allait donner des propositions dans lesquelles la population a des intérêts. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pouvoir qu'a un ministre sur les crédits alloués à son ministère, c'est un pouvoir exorbitant et c'est dangereux pour la République. Posez la question à l'IGF. On vous dira combien il y a de dossiers. Allez dans tous les ministères. Je peux vous garantir ici, il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui va lever son doigt et qui va dire moi je suis sain ici dans ma gestion. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils jouissent d'un pouvoir exorbitant dans la gestion des données publiques. Et nous, parmi les propositions de réformes que nous avons apportées, c'est d'abord sur ça. On va rééquilibrer les pouvoirs qu'ont les ministres par rapport à la gestion des fonds de l'État. Et certaines charges doivent revenir au secrétariat général. Vous avez un ministère. Les pouvoirs du ministre, on doit les réduire. Pourquoi? Parce que, au fait, le secrétariat général, c'est le squelette de l'État. C'est l'ossature de l'État. C'est tout ce qui reste lorsque l'État n'est plus là. On peut chercher un document, on ne le trouve pas chez le ministre, mais le secrétariat général, ça ne peut pas manquer.
Si le secrétariat général n'en a pas, c'est pour dire que ce document n'est jamais arrivé. Et on doit prendre ses pouvoirs et le remettre au secrétariat général. Le ministre un ministre ne peut pas engager quand même le pays par exemple, pour un marché de plus de 500 millions de dollars. Non, vous vendez des générations. Vous vendez des générations entières. Et ça, c'est très dangereux. Et nous, lorsque nous allons accéder à la gestion de la chose publique, ces pouvoirs-là vont revenir au secrétariat général. Certains dossiers sensibles doivent être traités plutôt au secrétariat général au lieu que ce soit au bureau du ministre. Très bien, merci. Ça n'est fini. Monsieur Peter Ndefi Ibinda, qui est analyste politique proche de l'opposition, bien sûr, non armé, et puis natif de la province du Kwango. Merci d'avoir été le nôtre. Cette émission n'est pas finie. C'est une émission à caractère pédagogique parce que on doit quand même parler de cette province qui regorge aujourd'hui de grandes figures emblématiques, mais au finish, dans le fond, il y a le contenant sans contenu. On veut quand même donner forme, qui est quand même une génération qui doit porter la responsabilité, la charge de la province, parce que vous dépendez que de ça. Absolument. Vous pouvez devenir ministre, mais vous avez vos souches, vos bases culturelles, traditionnelles, ainsi de suite. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Jean. Je pense que la prochaine fois, je serai encore le bienvenu sur votre plateau. Nous vous disons un grand merci et merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous, aux fidèles téléspectateurs, d'avoir été. Et nous avons les 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Vous pouvez créer une interaction. On est aussi sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que les panels Outre-mer. On se retrouve très prochainement.